Cela prend du temps, mais quand vous l'obtenez, les dominos tomberont. Que faut-il pour démarrer, développer et quitter plusieurs entreprises prospères? Saint-Olin, Saint-Saint-Ambel, a été impliqué dans de nombreux projets technologiques majeurs. Il a cofondé Toussaint Odos et Hostopia et créé le domaine .club qui a été racheté par GoDaddy. Nous avions des centaines d'employés. En une du magazine Profit à l'époque. 4 mois après, l'entreprise a demandé une protection contre la faillite. C'est 19 $ par action. J'ai fini par vendre toutes mes actions pour 0,06 $ par action. Mais voici la vraie histoire. Qu'est-ce qui pousse un entrepreneur à continuer de répéter le processus de construction et de vente d'entreprise, même après avoir connu le succès? Des événements négatifs surviennent. Concentrez-vous sur votre activité principale. Mais lorsque vous atteignez un certain stade, envisagez de lancer de nouvelles entreprises en parallèle. Ne paniquez pas si vous n'avez pas trouvé votre facteur d'ess dès le premier jour. Beaucoup pensent avoir une excellente idée, mais les idées en soi n'ont pas de valeur. Les actions sont inestimables. Dans cet épisode, Colin partage son parcours d'innovation, les leçons qu'il a tirées des hauts et des bas de l'entrepreneuriat et pourquoi son dernier livre, Start, Scale, Exit, Repeat, est une lecture incontournable pour quiconque cherche à construire un héritage commercial durable. Il a également lancé une entreprise appelée Hostopia. 6 ans plus tard, Hostopia est devenue l'entreprise à la croissance la plus rapide au Canada. Colin, je suis excité. J'ai hâte de faire ça. Cela fait longtemps que nous attendons. Nous aurions probablement dû faire cela il y a 6 mois, mais je m'égare. Alors, je veux dire, quand nous parlons d'entrepreneuriat, je pense que beaucoup de gens ont beaucoup d'échecs. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont eu des échecs aussi grands que certains de vos échecs lorsque vous essayez de construire des choses au début. Donc, je pense que c'est un endroit vraiment amusant pour commencer parce que cela montrera ce que vous devez traverser pour être réussi. Alors, commençons là. Parlez-moi de... Étiez-vous toujours un entrepreneur? L'entrepreneuriat était-il inné chez vous ou est-ce quelque chose qui vous est venu naturellement? Eh bien, que ce soit vendre des chiots au marché aux puces, livrer des journaux ou créer une petite entreprise à l'université, nous avons toujours eu cet état d'esprit. Je pense que cela vient de mes parents, qui viennent aussi d'un milieu agricole. Nous avons des fermes familiales, un milieu de labeur constant, vendant constamment des légumes au marché et autres activités similaires. Donc c'était génial de grandir, d'avoir ce genre d'expérience. Je suis allé à l'université et j'ai obtenu un diplôme en commerce et en affaires. Et juste après l'université, nous avons commencé une entreprise de location de logiciels. C'était en 1993 à Toronto. D'accord. Et tu joues seulement sur un logiciel, ça n'a pas duré longtemps. D'accord. Donc le logiciel. Donc tu peux en fait, avant le 1er janvier 1994, l'accord de libre-échange a été mis en place. Et Bill Gates les a convaincus d'introduire une petite loi stipulant que la location de logiciels ne serait pas légale au Canada. La location de logiciels consistait essentiellement à louer leurs disquettes que vous rameniez chez vous. Évidemment, certains copieraient ces disques ou les mettraient sur leur ordinateur. Il y a donc probablement une bonne raison pour laquelle c'était interdit, mais nous avions ouvert 2 magasins. Et littéralement, en 18 mois, nous avons dû fermer ces 2 magasins. Et c'était une sortie fascinante aussi, parce que nous avons bien fait ce que nous avons fait lors de cette sortie, parce que nous avons appris à maximiser l'échec. Nous avons en fait diffusé des annonces pleine page disant que le gouvernement interdit la location de logiciels et nous avions des files d'attente à la porte. Mais ce qui était cool, c'est nous avons également commencé quelque chose appelé un Bulletin Board System, un service de tableau d'affichage. C'était juste avant l'avènement du World Wide Web et nous avions des milliers de membres qui nous payaient pour être sur ce Bulletin Board System, service de tableau d'affichage. Il a en fait grandi assez grand, mais quelque chose d'autre est arrivé et s'appelait l'autoroute de l'information. J'utilise quelques vieux termes ici, je sais que vous utilisez Internet. Je ne pense même pas que les gens comprennent à quel point vous êtes en avance dans l'entrepreneuriat numérique en ligne sur Internet. Vous et nous étions probablement parmi les premiers. Au Canada, les compagnies d'accès à Internet sont devenues dominantes. Nous étions le 2e plus grand service de babillard, mais sans financement bancaire, les banques nous ont dit de partir car elles ne croyaient pas en Internet. Alors ils ont dit, nous avons décidé de fermer notre 2e entreprise. Nous avons fermé notre Bulletin Board System pour utiliser les lignes téléphoniques pour l'entreprise Internet. Cela s'est avéré être une bonne décision, car lorsque nous sommes allés à un salon professionnel quelques années plus tard, tous ceux qui avaient gardé leur Bulletin Board System ouvert avec leur fouet défectueux étaient en faillite.
tous ceux qui ont effectué la transition d'une industrie à l'autre ont réussi. Eh bien, nous avons développé cette entreprise, Scott, pour devenir le plus grand fournisseur d'accès à Internet au Canada, devenant la 7e entreprise à la croissance la plus rapide au Canada, la 3e entreprise à la croissance la plus rapide au Canada en 1998. Je veux dire, littéralement, l'une des histoires les plus réussies était une entreprise cotée en bourse. Nous avons décidé de la fusionner avec une entreprise de câble appelée Look Communications, et le gouvernement nous a accordé une licence sans fil pour tout le Canada pour l'Internet sans fil fixe. C'était incroyable. Autour de ça, c'est sauvage. Donc, si quelqu'un écoute cela à ce moment-là, qui étaient vos concurrents? Donc, vous auriez TELUS. Dell Canada, Rogers et le gouvernement pensaient qu'ils pouvaient stimuler la concurrence en attribuant une licence à une autre entreprise de services Internet. Donc, nous sommes plus grands que tous. Nous étions le plus grand fournisseur d'accès Internet jusqu'à plus tard. Vers la fin des années 90, ils ont commencé à décoller. Et ils étaient en retard dans le jeu. Nous voyons souvent cela dans les changements de paradigme où les technologies sont adoptées et les grandes entreprises sont lentes à arriver sur le marché. Et je dis toujours, voici l'entrepreneur, et c'est ce que nous faisons. Nous le construisons et nous le développons pour qu'il devienne grand, puis nous le vendons aux concurrents, aux grandes entreprises. Voici cette entreprise. Nous avions des centaines d'employés. Nous étions en première page du magazine Profit à l'époque, qui est comme le magazine Incorporated au Canada. C'est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada. Et quelque chose s'est passé en mars de l'an 2000. Tu es trop jeune pour t'en souvenir, mais c'était quand un juge a annoncé qu'ils allaient démanteler Microsoft. Et nous avions vendu l'entreprise. Nos actionnaires ont reçu 40%. Nous n'étions donc plus en contrôle de l'entreprise. Et l'action que nous avons obtenue après avoir remporté la licence est montée jusqu'à 19 $ par action. C'était bien plus d'1 milliard de dollars. Et quel âge avez-vous? J'avais 28 ans à l'époque avec 130 millions en actions. C'est sauvage, c'était fou. Oh, c'était incroyable. Avant cela, vous n'aviez pas eu de grand succès financier. Vous aviez... Alors, nous l'avons fait. J'en avais un financier. D'accord, et c'était une entreprise appelée Deux Vaches. Aujourd'hui, elle vaut presque un demi-milliard de dollars. Et c'est une autre histoire. D'accord, nous en parlerons, nous y arriverons dans une minute. Mais voici cette entreprise, Internet Direct, cotée en bourse, 19 par action, l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada. Et ils décident de démanteler Microsoft. Nous avons connu le crack des dot-com. Il n'y avait pas suffisamment de chaises pour tous. Les personnes qui dirigeaient et contrôlaient l'entreprise ont dit « Oh, retournons en arrière. Retirons notre offre de 50 millions. Nous faisons une offre secondaire car le NASDAQ est passé de 5 000 à 4 000. » Eh bien, devine quoi, Scott? Ça, c'est un crack. 16 mois plus tard, l'entreprise a déposé le bilan et j'ai fini par vendre, avec ses 19 $ l'action, j'ai fini par vendre toutes mes actions pour 6 centimes l'action. D'une des entreprises mais à la croissance la plus rapide au Canada à la dernière place. Et ça m'a vraiment touché profondément. J'avais échoué moi-même. J'avais déçu mes partenaires commerciaux. J'avais échoué ma famille, mes investisseurs, mes employés. Nous avions aussi 12 millionnaires en papier. Que s'est-il passé? Je réfléchis pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Énorme échec. Et vraiment, c'était deux choses. Nous avions conclu un accord de blocage de 18 mois, croyant que la situation continuerait de s'améliorer progressivement. Dans 18 mois, l'entreprise aura grandi et se vendra à un prix encore plus élevé. Nous ne savions pas qu'il y allait avoir un crash, mais des choses mauvaises arrivent. Voilà ce qui s'est passé. Avec le crash des dot-com, il n'y avait pas suffisamment de place pour tous. En réalité, l'entreprise a fait faillite. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai invité cette personne dans mon émission à ce stade. Il a eu 3 échecs énormes dès le début. 3 entreprises, il en a perdu une. 130 millions de dollars. C'était environ 95% de ma richesse à ce moment-là. Ouais, nous avons eu de la chance car nous avions également créé une entreprise appelée Deux Vaches. Deux Vaches était un logiciel à télécharger à l'époque. Et nous avons lancé cette entreprise. Et heureusement, cela a très bien fonctionné car nous avions un énorme problème technique. Internet était très cher et cela téléchargeait des logiciels et cela a fait tomber nos serveurs lorsque nous l'avons lancé. Nous avons donc décidé de créer des sites miroirs pour chaque fournisseur d'accès à Internet dans le monde. C'était une solution technique qui s'est avérée être une chose de marketing géniale.
Et ce qui s'est passé, c'est que tous les fournisseurs d'accès à Internet du monde entier ont fait le miroir de notre site Web et ils avaient des sites locaux téléchargeables afin de réduire leurs coûts Internet. Mais ce que cela a fait, c'est qu'il nous a donné une présence mondiale et nous sommes devenus l'un des 100 meilleurs sites Internet selon le magazine PC. Nous l'avons construit jusqu'à 5 millions de revenus. Nous l'avons ensuite vendu au groupe de milliardaires derrière ICQ. C'était intéressant car c'était une première pour moi. J'ai commencé à goûter à l'argent. Il y a une histoire ici. Guidez-moi à travers la chronologie. Donc c'est 1998. Donc c'est juste avant l'effondrement d'Internet direct. Vous ajoutez la bande passante pour construire ceux-ci en même temps. Ouais. Dans le livre Commencer, évoluer, sortir, répéter, nous abordons en détail l'importance de se concentrer sur votre activité principale, mais aussi de penser à lancer de nouvelles entreprises lorsque vous atteignez un certain stade de croissance. Vous avez soulevé un point intéressant. Lorsque nous étions dans la location de logiciels, nous avons lancé un Bulletin Board System, puis en étant au Bulletin Board System, nous avons lancé un fournisseur de services Internet. Puis nous étions à le fournisseur de services Internet, nous avons lancé 2 vaches. Nous avons aussi fondé une société nommée Ostopia. Et 6 ans plus tard, Ostopia est devenue l'entreprise à la croissance la plus rapide au Canada, numéro 1. Et nous l'avons rendu public et nous l'avons vendu à une entreprise du Fortune 500 2 ans après cela pour 17 fois le Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. C'était une sortie phénoménale. Et devinez quoi? 1 mois avant la crise de Lehman. C'est de cela dont nous parlons. Allez-y, racontez vos histoires drôles. C'est dingue. Et nous parlons beaucoup dans le livre des histoires. Le livre ne contient pas que mes histoires. Nous avons interviewé plus de 200 personnes, dont Joe Foster de Reebok, que vous avez également interviewé. Son histoire est incroyable. Mais je vais vous dire, vous avez demandé plus tôt à propos des premiers jours quand j'avais 27 ans et nous vivions dans une très petite maison à Oakville. Vous savez, très vieille voiture, dans une petite maison très... Vous savez, grosse hypothèque, vous savez tout le genre de choses, bien que les prix des maisons étaient moins chers à l'époque, mais beaucoup moins chers. Et nous avons vendu 2 vaches pour 30 millions de dollars. Et c'était divisé en 3, nous avons dû payer 37% d'impôts sur les plus-values. Donc, vous savez, il y avait encore... nous avons fait beaucoup d'argent en très peu de temps. Et vous passez de 0 à 7 millions de dollars de richesse, quoi que j'ai emporté à ce moment-là. Je me souviens d'une histoire, car ma femme n'a jamais vraiment cru que tout cela se passait. Elle ferait, tu sais, je fais cette chose. Je pense que nous allons vendre cette entreprise. Nous avons donc conclu la transaction vers 1h du matin ou 2, environ 5 heures à l'époque pour signer tous les documents. Et donc, ils nous ont donné un chèque. Vous savez, ça sonne drôle. Ils nous ont donné un chèque certifié de 22 millions de dollars. Le premier paiement, et je tenais un chèque. Et je l'ai ramené à la maison, et je suis monté au 3e étage d'une petite maison mince, et je suis entré dans la pièce, et j'ai tapoté l'épaule de ma femme, et je lui ai remis ce chèque de 22 millions de dollars. Et elle a des yeux méfiants comme 1h30 du matin, et elle le regarde, et elle dit « Je ne comprends pas les zéros, je n'ai rien dit. » Elle ne pouvait tout simplement pas comprendre les zéros. Il y avait simplement trop de zéros. Et c'était juste, mais c'était intéressant de passer de ce point de vue, où vous luttez vraiment en tant qu'entrepreneur. À juste cet événement qui se produit, et la prochaine chose que vous savez, vous êtes un multimillionnaire. Donc, c'était une chose intéressante. C'était un moment donc de, je pense, 25 à 30 ans. C'était des montagnes russes. Oui, c'était le boom d'Internet et c'était incroyable. Bon endroit, bon moment, nous nous concentrons sur les entreprises Internet. Mais c'est vraiment sur quoi vous vous êtes concentré. Et la prochaine idée que... L'idée de Ostopia, la prochaine entreprise à être cotée en bourse, est venue. Cette idée est venue parce que nous avions un client qui était chez Sastel, Saskatchewan Telecom, qui a été acquis par... Et ils nous ont appelés, finalement, n'est-ce pas? Ils nous ont contactés pour obtenir une licence pour notre plateforme d'hébergement. Je veux juste dire une chose. Pour le public, beaucoup d'Américains, c'est comme AT&T, Verizon. Et ce sont les entreprises comparables dans le secteur des télécommunications, n'est-ce pas? Ce sont les mastodontes qui sont aux États-Unis, des entreprises similaires au Canada. Si vous parlez de Rogers et Bell et TELUS et tout ça. Donc juste pour donner un... Faites une comparaison pour aider les gens à comprendre votre jeu et votre environnement. Soutel nous a contactés pour obtenir une licence d'utilisation de notre plateforme d'hébergement. Donc, bing, ding, ding, ding.
Si Soustel le veut, peut-être que Bell Canada le veut aussi. Peut-être que TELUS le veut. Peut-être que Vodafone le veut. Nous avons lancé cette entreprise et vendu à 9 des 10 télécoms canadiennes. Nous avons percé aux États-Unis et vendu à AT&T, Vodafone et British Telecom. Et nous parlons d'une histoire vraiment cool dans le livre sur la mise à l'échelle et comment nous avons trouvé notre facteur d'X. Et c'est quelque chose que je pense que si n'importe quel entrepreneur fait, s'ils peuvent découvrir leur facteur d'X. Maintenant, qu'est-ce qu'un facteur d'X? Pensez à Domino's Pizza, 30 minutes sont gratuites. Avec une location de voiture nationale, vous vous installez au volant et démarrez. Vern Harnish parle de cela. Il parle de résoudre un goulot d'étranglement dans une industrie particulière et vous résolvez un problème. Et beaucoup d'entre nous peuvent travailler aujourd'hui dans des entreprises et voir « Oh, il y a beaucoup de goulots d'étranglement, mais l'IA pourrait faire ceci, ceci et cela. » C'est à ce moment précis que l'idée d'une entreprise peut émerger. Et c'est ce que nous, chez Ostopia, notre facteur d'X était une garantie de migration de 100%. Nous voici donc en 2005. On m'a dit que nous allions perdre l'affaire Earthlink. Earthlink était une entreprise de télécommunications relativement grande à l'époque, si vous vous en souvenez. Vraiment grand ISB, c'est l'un des entreprises à qui vous vendiez. Vous vendiez l'hébergement. Nous proposerions nos services d'hébergement en effet. Vous avez vendu, comme vous l'avez mentionné, 9 des 10 télécoms. Earthlink n'était qu'une des autres grandes entreprises. Grand avant que nous ne percions aux États-Unis. Mais on nous a dit que nous n'allions pas obtenir ce contrat. J'ai dit OK, j'ai attrapé le CTO et nous avons pris l'avion. Nous avons volé vers le bas, nous avons rencontré ce cadre de niveau intermédiaire chez Earthlink. Il a proposé d'aller déjeuner mais avait en fait un Wego. En 2005, la Wego était l'une des premières voitures électriques. Mais elle n'avait que 2 sièges. Donc mon directeur technique était assis à l'avant et je me suis assis dans le coffre de ce véhicule et nous sommes allés déjeuner. Et tout cela juste pour conclure cette affaire. Eh bien, faire n'importe quoi pour conclure l'affaire, n'est-ce pas? Mais pour être franc, ce n'est pas ce qui a conclu l'affaire. Il nous a dit à midi qu'ils étaient prêts à garantir une migration totale. Voyez, notre acheteur n'est pas Earthlink. Ce n'était pas AT&T. Nos acheteurs étaient des cadres intermédiaires craignant d'être licenciés. S'ils font une erreur, les migrations sont probablement l'une des principales raisons des licenciements de ces informaticiens. Alors nous sommes intervenus et avons dit, eh bien, nous le garantissons. Nous paierions la juste valeur marchande de $350 par site web à l'époque. Nous déplacions plus de 80 000 sites web et probablement environ 1 million d'adresses e-mail. Et nous avons garanti que si nous perdons un site web, nous vous paierons $350. Imaginez perdre 10 000 sites web. Nous devrions payer 3 500 000 à l'entreprise. Je veux dire, c'était un engagement sérieux, très sérieux. Mais ce que vous faites est une stratégie très intelligente pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui essaie de vendre quoi que ce soit. Vous dérisquez? Vous dérisquez complètement l'affaire. Ouais, eh bien nous faisons en sorte qu'il ne soit pas licencié. Ouais, d'accord. Ouais. Mais en ne se souciant pas d'être licencié, tout à coup, et vous venez de le faire, comme vous avez éliminé tout le risque et le stress dans la prise d'une décision d'achat, en gros. Ce n'était pas facile, croyez-moi. Et aussi, vous vous mettez en jeu. Ce n'était pas facile. Nous avons réorganisé toute notre organisation. Imaginez les efforts de Domino's Pizza pour livrer gratuitement en 30 minutes. La réorganisation complète de votre organisation n'a pas été une tâche aisée. Nous avions des centaines de personnes en Ukraine qui examinaient tout manuellement des sites web. Nous avions des heuristiques que nous avons conçues et développées pour déplacer les sites web et les migrer. Et nous avons également cessé de laisser le client nous dicter comment il voulait que cela soit fait, parce que s'il désirait quelque chose qui pourrait conduire à une erreur de migration ou à une erreur, et cela s'est produit avant cela d'ailleurs. Une fois, une entreprise de télécommunications a perdu 3 millions d'emails et est tombée hors ligne, mais je ne vais pas entrer dans les détails de toutes nos histoires. CNN en parle, c'est parce qu'ils voulaient modifier leurs paramètres utilisateurs. Mais nous ne laisserions plus cela se produire dans cet accord Earthlink. Eh bien, nous avons gagné Earthlink. Et nous n'avons pas seulement gagné Earthlink, nous avons gagné AT&T, Vodafone, British Telecom, tous les télécoms sud-américains. C'était un effet domino incroyable. Et puis, nous sommes devenus la norme mondiale numéro 1 pour l'externalisation des emails et de l'hébergement aux télécoms. Et c'était à cause du Dix Factor. C'est extrêmement important. Mais pas de panique si vous ne trouvez pas votre Dix Factor immédiatement.
Je parle souvent à des étudiants qui commencent tout juste leur entreprise. Je leur demande d'y réfléchir. Mais il nous a fallu 6 ans pour obtenir le facteur Dix. Je suis certain que Domino's et National Car Rental ont mis des années à obtenir le leur. Cela prend du temps, mais quand vous l'obtenez, les dominos vont... Quand vous regardez une sorte de ce facteur Dix découvert, cela a conduit à ce grand succès. En tant qu'entrepreneur, comment vous assurez-vous de ne pas gâcher ce succès ou cette croissance? Parce que maintenant, vous êtes en train de grandir, mais je veux dire, il y a tous ces autres composants que vous devez vous assurer de ne pas casser pendant que vous grandissez, pendant que vous prenez tous ces clients, surtout si vous allez garantir qu'ils ne tombent pas ou juste comme un problème financier et il y a une raison financière pour laquelle vous ne pouvez pas gâcher cela. Oui, je veux dire, vous devez réorganiser votre organisation. Vous devez réorganiser vos systèmes. Mais notre première tâche sur place fut de découvrir l'identité réelle de notre client. Ce n'était pas une entreprise de télécommunications, mais un cadre de niveau intermédiaire. C'est important. Et puis, une fois que nous avons compris ce qui faisait réagir cette personne, d'abord ne pas se faire virer, ensuite ressembler à un héros, n'est-ce pas? Nous pouvons ensuite bâtir une promesse de marque basée sur ces éléments. Dans le livre, je l'appelle la promesse de marque quasi insoutenable. C'est donc quelque chose qui est presque insupportable, mais si vous pouvez le faire et que vous pouvez le réaliser, vous savez, et il y a tellement d'exemples que je peux utiliser. J'utilise principalement le livre et un autre appelé livraison de cookies. C'est une entreprise qui avait réellement le domaine cookiedelivery.com et ils voulaient gagner le marché des cookies dans cette ville. C'est une ville au Texas. Et ils ont décidé de créer un camion mobile pour cuire les cookies. En chemin vers le bureau. Quand ils sont arrivés au bureau, ils étaient tout chauds. Eh bien, toutes les autres boulangeries envoyaient ces biscuits de la boulangerie au bureau et ils étaient froids quand ils arrivaient. Ils ont surmonté ce défi et ont réussi sur ce marché. C'est absolument incroyable. J'adore ce chapitre du Dix Factor dans le livre. Oui, d'accord. Alors, attends, à ce stade, c'est ta deuxième public ou troisième public, deuxième public, d'accord. Alors, comment cette histoire s'est-elle terminée? Parce que ça, alors c'est celle que nous avons vendue juste avant à un... Fortune 500, c'est vrai, entreprise pour 17 fois, et c'était dans les 9 chiffres, et c'était une excellente sortie, et tu sais, j'appelais ça mater parce que j'en avais beaucoup, parce que c'était public, je ne sais pas si tu peux jurer. Oui, je l'ai appelé Vendafucking-cation. Vendafucking-cation, parce que tant d'actionnaires m'appelaient pour me crier dessus. J'ai eu un différend avec mon associé, il a dû quitter l'entreprise. Il vendait des actions après l'introduction en bourse. C'était un désordre. C'était un peu un désordre, n'est-ce pas? Et puis, j'avais aussi le conseil qui commençait à bouger sur moi aussi. Donc, je me sentais plutôt bien à ce sujet. Je me sentais vraiment bien à ce sujet. Je me suis engagé et j'ai travaillé 3 ans pour cette entreprise du Fortune 500. C'était extrêmement difficile et je détestais ça. Mais j'ai travaillé au sommet de l'entreprise et j'ai compris ce qui motive et comment une entreprise prend des décisions et pourquoi elles sont réticentes au risque. J'ai commencé à vraiment comprendre l'Amérique des entreprises et la culture au sein des entreprises américaines également. Je souhaite aborder un autre problème rencontré à Ostopia, celui de l'expansion, comme vous l'avez évoqué précédemment, lorsqu'on cherche à se développer. Nous avons donc réellement commencé à stagner en 2006. En raison des problèmes liés au départ de mon associé et à la vente d'actions, un membre du conseil d'administration m'a dit qu'il pensait que j'étais peut-être dépassé en tant que président-directeur général. Et je le ressentais, n'est-ce pas? Nous n'avions pas le contrôle du conseil d'administration qui comprenait des capitalistes de risque. Nous connaissons déjà cette histoire. J'ai demandé de l'aide à un ami qui m'a mis en contact avec Patrick Thean, dirigeant de Rhythm Systems. Je suis allé à Vegas où je l'ai rencontré. J'ai besoin que tu me débarrasses du conseil d'administration, car ils veulent une gestion professionnelle de l'entreprise. Je dois juste les faire déguerpir. Pouvez-vous me suggérer quelques activités? Je dirais simplement que tu es embauché. Il a refusé de travailler avec moi sans donner de raison claire, parce que, à moins que tu ne le fasses correctement, alors je ne veux pas travailler avec toi. C'est comme une personne en surpoids qui consulte un médecin et déclare ne pas avoir envie de faire de l'exercice. Je ne veux pas changer mon mode de vie. Donne-moi juste la pilule, d'accord? C'est ça. C'est tout ce que je veux. C'est juste la pilule, d'accord? Et non, il a dit je ne vais pas travailler avec toi à moins que tu ne le fasses correctement. Nous l'avons fait correctement. Voici ce que je vais te dire maintenant. Voici ce que cela signifiait. 2 jours de planification stratégique par an, 1 fois par trimestre et 90 jours d'exécution.
Nous avions mis en place la définition d'objectifs rouge, jaune, vert pour les objectifs de l'entreprise pour l'année, le trimestre et les individus, 3 à 5 objectifs intelligents. Nous avons instauré une réunion quotidienne des ventes. Nous avons mis en place beaucoup de systèmes qui aident l'entreprise à se développer. En tant qu'entrepreneur, nous avons souvent le bon instinct, mais nous sommes dépassés quand notre entreprise grandit trop. La plupart des gens ne le savent pas. Et si vous pouvez mettre en place les bons systèmes, ils peuvent également vous aider à développer votre entreprise. Comment cela a-t-il réussi à vous débarrasser du conseil d'administration? En faisant tout correctement, vous pourriez voir les chiffres se retourner en 90 jours. En 3 ans, nos revenus ont presque triplé. C'était incroyable. En mettant en œuvre ces systèmes, vous comprenez, nous avions des situations où, 2 jours avant la fin du trimestre, quelqu'un annonce qu'un accord n'a pas été obtenu ou que quelque chose a été gâché, perturbant ainsi les plans. Nous étions sans cesse pris au dépourvu. Et donc, en mettant en œuvre ces systèmes, cela nous a vraiment aidé à développer l'entreprise. C'est donc l'un des chapitres clés du livre dont je parle. C'est comment développer en utilisant des systèmes. Là, il y a vraiment 4 choses auxquelles nous devons penser en matière de développement. C'est l'histoire dont nous avons parlé. Le facteur X, c'est l'histoire, comment elle change depuis le début. Les gens, y compris vous-même et ceux qui vous entourent, c'est intéressant. L'argent et les systèmes. Donc, nous avons parlé de l'histoire. Nous avons parlé des systèmes. Laissez-moi aussi vous parler des gens. La première raison pour laquelle la plupart des entreprises en Amérique échouent à se développer est à cause de l'entrepreneur lui-même. C'était ma prochaine question, car je me demandais si vous pensez que tous les entrepreneurs devraient rester tout au long du cycle de vie de l'entreprise. Vous l'avez fait avec succès, mais j'ai vu des cas où les entrepreneurs ne sont peut-être pas le bon choix. Ils sont bons pour 0 à 5, 0 à 10, peut-être même 10 à 50, peut-être même 50 à 100, mais après l'introduction en bourse ou même avant l'introduction en bourse, sont-ils le bon choix pour franchir la ligne d'arrivée? Vous avez vu ce post à propos de Paul Graham? mode fondateur versus mode gestionnaire. Oui, exactement. Oui, non, j'en suis bien conscient. Et en fait, je vis actuellement dans un monde où nous gérons des bureaux familiaux. J'ai investi dans 20 entreprises et j'ai écarté des présidents directeurs généraux à certaines étapes et j'ai fait venir des gestionnaires professionnels. En même temps, quand j'étais là, je sentais que j'avais la capacité de livrer les marchandises, mais vous pouviez voir que les gens disaient « Eh bien, Matt, tu es un peu trop jeune. Envisageons de recruter un gestionnaire professionnel. » J'ai joué des 2 côtés et je pense que cela dépend vraiment. Mais je crois aussi que chaque entrepreneur a la capacité d'être en mode fondateur et de développer l'entreprise s'ils le choisissent. Mais avant tout, ils doivent comprendre qui ils sont et leur profil de personnalité. Et donc, nous parlons beaucoup des profils de personnalité dans le livre. Et ensuite, si nous voulons vraiment nous développer, nous voulons embaucher des cadres autour de nous qui ont un profil de personnalité particulier pour ce poste. Je pense que le profil de personnalité est plus important que les compétences et même l'expérience. Je dois dire que l'expérience n'est pas importante. Nous voudrons embaucher des personnes ayant un potentiel d'évolution. C'est le commentaire de Jack Welch. Nous ne voulons pas embaucher maintenant. Si nous passons d'1 à 10 millions de dollars, nous voudrons recruter des personnes qui ont l'expérience d'une entreprise à 10 millions. Nous refusons de recruter des employés de l'entreprise milliardaire. J'ai également constaté cette erreur lorsque des cadres intègrent de plus petites entreprises. C'est beaucoup trop extrême. Mais ce que nous voulons faire, c'est nous assurer d'embaucher une équipe de personnes autour de nous qui ont le bon profil de personnalité. Et selon la méthodologie dominance, influence, stabilité, conscience professionnelle, il s'agit de dominance, influence, stabilité et conscience professionnelle. Cette philosophie suggère d'embaucher des personnes ayant un profil de type Queensien. Donc, si vous voulez que les gens soient proactifs, que vous voulez qu'ils soient entrepreneurs, que vous voulez qu'ils créent de la richesse pour vous, alors vous devez embaucher le bon leader. Et avoir un leader qui est un 401 ou un DC ou un DS, c'est crucial pour vous aider à développer votre entreprise. Et c'est ce que nous avons fait chez Ostopia. Nous avions tellement de dits autour de la table, c'était dangereux. Parce que, vous savez, je plaisante à ce sujet. Elliot Nuss, qui est le président directeur général de Two Cows Today, nous l'avons embauché en 1998 et il avait l'habitude de me rendre fou. Il est constamment... Me combattait surtout. C'est une personne, une personnalité, un joueur de classe A+. Ils ont leurs propres opinions. Ouais, et beaucoup. Beaucoup de gens, ils font l'erreur de grandir, et ils veulent que les gens les écoutent simplement. Ils réclament l'approbation.
mais je dis non. Recherchez plutôt ceux qui vous mettront au défi. Faites venir ces personnes avec cette personnalité. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils vont créer de la richesse pour vous. Eh bien, dans ce répéter la section du livre, nous commençons à parler de comment les entrepreneurs en série peuvent créer de la richesse, non seulement en embauchant des cadres autour d'eux, mais en embauchant des présidents directeurs généraux pour diriger les entreprises pour eux et trouver le bon profil d'entreprise. Le dernier composant est l'argent. Et c'est vraiment important d'essayer de lever le bon type de financement pour la bonne situation. Et nous avons tout fait, du capital risque aux introductions en bourse, comme vous le savez, au Reg 15e qui est un mémorandum de placement privé, et nous n'avons pas encore fait le Reg CF, qui me fascine absolument, avec lequel vous pouvez lever jusqu'à 5 millions de dollars. Cela vous permet de solliciter des valeurs mobilières. Vous pouvez également faire cela avec la crypto-monnaie, si vous voulez vraiment vous y mettre. Certains projets immobiliers se tokenisent même sans utiliser de monnaie traditionnelle, ce qui ouvre des perspectives fascinantes. On espérait vraiment que les SPAC réussiraient bien, vous voyez. Je veux dire, ils ont explosé, complètement explosé, et c'était un problème. Mais il a été très difficile pour les entrepreneurs de lever des fonds à moins de passer par ce groupe de capital risque privé. Dans le livre, nous abordons largement le sujet du capital risque et nous l'utilisons. Je pense que le capital risque convient aux entreprises appropriées. Laisse-moi te poser une question, Scott. Quel pourcentage d'entreprises qui reçoivent du capital risque échouent? Excellente question que je n'ai jamais entendue auparavant. Formulée de cette façon. Je veux dire, tu as gagné à la loterie, non? Tu as fait un gros coup, n'est-ce pas? J'ai l'impression que je vais être mis de côté par la réponse. J'ai l'impression que si la statistique moyenne des entrepreneurs est de 90% ou 95% des entreprises échouent, j'ai l'impression que pour celles qui se développent, le chiffre n'est pas si différent. D'accord, 85%. Oh oui, toi. Tu vois où je veux en venir. 75% des entreprises soutenues par des capitaux risqueurs échouent. Il y a des raisons à cela, car ils poussent les entreprises dans une certaine direction. Je travaille avec une entreprise qui a levé 60 millions en capital risque. L'entrepreneur a investi plusieurs millions de dollars de l'argent familial. Il était second pour le financement du capital risque en raison de la préférence de liquidation. Si vous levez des fonds, recherchez la définition de ce processus. Mais en gros, ils sont payés en premier. Vous savez, dans cette situation avec laquelle je travaille, ce monsieur a éliminé 99,9% après 15 ans de travail. L'entreprise conserve sa valeur, potentiellement 20 millions de dollars, malgré une levée de fonds de 60 millions en capital risque. Ils sont payés en premier. La dilution finira par se produire où les investisseurs ou fondateurs initiaux seront éliminés. Donc, soyez très prudents à ce sujet. Mais dans un scénario où tous les investisseurs auraient entrepris le même risque, avec environ 40% de l'entreprise, ils se seraient retirés avec 8 millions de dollars. Ça n'aurait pas été la fin du monde, n'est-ce pas? Ce n'est pas la fin du monde pour de nombreux entrepreneurs qui ne paient pas et ne connaissent pas ses préférences de liquidation. Ils ne connaissent pas du tout ce monde. Je veux dire, à moins que vous ne l'ayez fait auparavant, vous collectez de l'argent, levez-le sur un safe ou quelque chose comme ça. Vous ne savez peut-être pas qui retire son argent en premier. Mais à ce moment-là, quelqu'un vous dit oui et vous êtes tellement excité par le fait que quelqu'un vous dit oui, vous ne pensez pas à 15 ans plus tard. Vous pensez, oh mon Dieu, l'entrepreneuriat a juste fonctionné pour moi. Da Vinci peut trouver mon dernier moyen de lever des fonds. C'est ce que tout le monde veut faire. Comment pourrais-je ne pas être réussi à ce stade? Je pense qu'il y a tellement d'émotions et un peu d'illusions quand un entrepreneur lève des fonds qu'il ne prête pas attention à tout. Il ne prête pas attention à cela parce que je sais que les entrepreneurs ont levé des fonds et ils disent, nous avons levé cela à cette évaluation. Un entrepreneur débutant, votre entreprise ne survivra pas une décennie si vous poursuivez sur cette voie. Je connais un gamin qui avait une entreprise d'1 milliard de dollars à l'âge de 28 ans, qui ne savait rien et qui a été enfermé pendant 16 mois. De mauvaises choses arrivent. La deuxième chose que j'ai apprise est la liquidité ou le contrôle. Liquidité ou contrôle. Ne cédez jamais le contrôle de votre entreprise sans être rémunéré, à moins de retirer des jetons de la partie. Ouais. J'ai passé 10 ans à construire cette entreprise et 10 semaines à la ruiner. Donc tu as raison. Nous ne connaissons pas ce genre de choses. C'est pourquoi les gens écoutent votre émission, ils peuvent apprendre sur ces types de choses et en être conscients, au moins être conscients de ces types de choses. Plus de 90% des entreprises dans les 5000 incorporées
n'ont pas de capital risque. C'est une statistique que je vous donne. Il y a cette idée que nous devons tous avoir du capital risque. La plupart des entreprises à croissance rapide aux États-Unis ne sont pas financées par du capital risque. Il y a d'autres méthodes. Ma préférée pour lever des fonds est le Reg 15e permettant de vendre des titres à des investisseurs avertis. Et nous avons fait cela chez Point Club. C'était l'une des prochaines entreprises. Club était une alternative à .com.net. Alors, ai-je réellement parcouru toutes les entreprises? Donc, vous avez fait beaucoup. Donc, oui, donc vous avez Two Cows, vous avez Internet Direct, Hostopia, vous geek pour moins, 8 cents personnes, .club, et ensuite Startup Club, c'est le t-shirt que vous portez en ce moment. Donc vous avez fait, n'oubliez pas Pow.com, oui, c'est toujours là, c'est en direct en ce moment, Pow.com. Donc vous avez fait, donc je veux dire, si vous regardez en arrière, toutes les entreprises que vous avez construites, y en avait-il une que vous avez aimé construire juste de la façon dont vous l'avez construite plus que les autres? Une qui était la moins stressante pour vous en tant qu'entrepreneur? Club. Tu sais ce coach dont je t'ai parlé que nous avons engagé? Nous l'avons engagé dès le premier jour. Nous avons défini nos valeurs fondamentales dès le début. La définition des objectifs a été établie dès le début. Nous avons voyagé dans une 50aine de pays lors d'une tournée mondiale micro. Heureusement, nous avons vendu cette entreprise à GoDaddy environ 6 mois avant le crack technologique en 2022. C'est dingue. Tout le monde le répète. C'est pourquoi on m'a demandé de parler au Massachusetts Institute of Technology sur comment j'arrive toujours à bien choisir le moment. Eh bien, si vous vous souvenez de ce grand, je pense que ces échecs que nous avons, ce sont vraiment des cicatrices de notre passé qui nous aident à nous guider à travers ces nouvelles entreprises. Et j'étais tellement marqué par cette perte, tellement paranoïaque à propos de la liquidité ou du contrôle, et tellement paranoïaque que des choses mauvaises arrivent. Vous vous souvenez bien de 2021, n'est-ce pas? Quand il y avait 500 000 singes de conseil, quand GameStop atteignait 300 $ par action, quand les sociétés d'acquisition à vocation spécifique devenaient fous, absolument fous. Et puis en 2022, tout s'est effondré. Le crypto s'est écrasé, le naufrage technologique, les spécifications se sont effondrées. Donc, dans le livre, je parle de sortie et je parle de 50% des valeurs à la sortie, c'est le timing, d'accord. Et nous avons maintenant créé un indice de temps de vente que nous faisons dans notre bulletin d'information mensuel et nous le mettons à jour chaque trimestre. Actuellement, il est à 3,6% et c'est basé sur des données empiriques. Et c'est seulement pour vous envoyer un signal que lorsque vous voyez que l'indice de temps de vente est ici, sortez par la gauche. C'est le moment. Laissez les autres prendre l'argent sur la table. Permettez à d'autres de faire progresser votre entreprise. C'est bien que d'autres entreprises gagnent de l'argent. En réalité, la plupart des entreprises que nous avons vendues ces 15 dernières années l'ont été à des acheteurs stratégiques, des valorisations incroyables, comme 17 fois l'earnings before interest, tax, depreciation and amortization, voire beaucoup plus. Prenons l'exemple de la vente du registre à GoDaddy. Ils ont une distribution bien plus large que nous et peuvent ainsi toucher un public plus vaste avec notre produit. Il est donc crucial de prendre cela en compte lors de la sortie. Les entreprises auxquelles vous allez vendre, les moins favorables sont les entreprises de capitaux privés à flux de trésorerie. Je ne dis pas que vous ne devriez pas faire cela si c'est votre seule option, mais ce sont les entreprises que j'aime le moins vendre. Est-ce parce que tout est basé sur earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Et quand vous avez un environnement de taux d'intérêt élevé, ils doivent emprunter. Généralement, ils emprunteraient jusqu'à 75% de ces acquisitions. Les taux d'intérêt ont augmenté et les chiffres ont baissé récemment. Ils pourraient donc payer un taux d'intérêt de 10 à 11%. Ils doivent donc atteindre un taux d'intérêt de 18 à 19%. Ils ont donc besoin d'avoir un bénéfice 5 fois supérieur sur un multiple sur une entreprise. Tout est basé sur le multiple des bénéfices. Alors qu'un concurrent qui est le deuxième meilleur peut venir et peut acheter votre entreprise sur la base d'une valeur quelque part entre la valeur consolidée et votre valeur de marché, n'est-ce pas? Ce multiple des bénéfices, ils vous donneront une petite prime pour réduire les coûts. Mais les meilleurs sont les acheteurs stratégiques. Si vous pouvez les identifier et que vous vous positionnez pour vendre à ces entreprises, vous vous en sortirez beaucoup mieux. Et dans le cas de Hostopia, lorsque nous avons vendu, le taux d'imposition était de 15% sur les plus-values et nous payions 42% d'impôts sur les sociétés.
Il nous aurait donc fallu 30 ans pour récupérer l'argent sur la base d'un multiple de earnings before interest, tax, depreciation and amortization de 17 fois en vendant à ce moment-là en raison des taux d'imposition plus élevés associés à l'impôt sur le revenu et aux bénéfices. Nous couvrons beaucoup de terrain ici, mais vous pouvez voir comment, du début, à l'échelle, à la sortie, Répétez, il y a une formule, et il y a tout un cycle de vie à cette entreprise que vous avez en quelque sorte perfectionné après avoir traversé tous ces différents types d'événements de sortie, car je ne pense pas que beaucoup de gens aient accès à... D'accord, nous avons introduit cette entreprise en bourse. Ce point était stratégique, car vous avez traversé diverses étapes du cycle de vie d'une entreprise. Votre expérience vous permet de connaître ce qui est le mieux pour l'entrepreneur, financièrement et après avoir consacré sa vie à développer son entreprise. C'est la formule pour dire qu'après avoir traversé toutes ces permutations d'entreprise, voici ce que vous pensez qu'il faut faire. Commencer, développer, sortir vers une stratégie, puis répéter le processus. C'est le résultat net de toutes les choses que vous avez faites. Oui, et nous avons appris beaucoup de modèles et de départs aussi. Donc, par exemple, nous avons appris que les entreprises que vous voulez vraiment envisager de lancer sont hautement évolutives, que vous pouvez construire une douve ou une défense autour de cette entreprise et qui attrape une vague. Et c'est intéressant parce que probablement l'un de mes mentors, j'ai lu son livre dans les années 90, Jeffrey Moore, qui a écrit « Traverser le gouffre dans le tourbillon ». Nous avons eu la chance de l'interviewer. Et c'était intéressant de l'interviewer parce que je l'avais vécu pour les entreprises précédentes que nous avions créées. Mais vraiment, l'une des choses que nous avons vraiment bien faites, c'est de comprendre comment attraper une vague, comment traverser un gouffre et gagner dans une tornade. Dans le livre, nous abordons également cette formule et nous parlons vraiment des choses que vous pouvez faire pour gagner dans une tornade. En bref, il y a 3 éléments clés. Rendre votre produit ou technologie facile d'utilisation est essentiel pour réussir. J'aime Jeffrey Moore. Il a celui qui livre le plus rapidement. N'est-ce pas? Et je veux dire, pensez à ces disquettes AOL. Dans les années 90, ils les envoyaient ou ils ont tué CopyServe. La distribution est tout chez pod.com. Nous nous concentrons maintenant sur la distribution de produits plus rapidement. Donc, nous avons créé ces lits pour chiens, tapis et couvertures, vraiment cool et à la mode. Mais ensuite, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, nous les trouvons chez Costco. Donc, nous avons changé notre formule. Maintenant, nous augmentons considérablement notre distribution. Donc, quand nous obtenons un produit qui arrive sur le marché, c'est un produit à la mode. C'est à la mode et nous en avons 3 ou 4 en ce moment qui se vendent vraiment bien. Nous les développons très rapidement. La 3e chose est la concentration. Soyez un rayon laser. J'ai investi dans une start-up d'IA nommée Pensea. Et lorsqu'ils ont commencé à se développer, cela fait maintenant 2 ans qu'ils sont en développement et ils voulaient être une sorte de Canva 2.0. Et dit, hé les gars, vous allez échouer à cela. Ils l'ont ramené pour devenir un Canva dédié au e-commerce. Ils sont intégrés avec plus de commerce électronique, super niche, super concentré comme un faisceau laser. Si vous êtes le meilleur au monde dans ce domaine, vous allez gagner. Ce que la majorité précoce dans la tornade veut, ils veulent des produits ou des services qui sont les produits leaders. Au début de votre parcours d'innovateur, vous pouvez concourir sur un marché où vous rivalisez pour les innovateurs. Cependant, la majorité précoce a tendance à être un peu suiveuse et très pragmatique. Ils s'accrochent à une technologie pragmatique et réussie. Nous avons parlé de Hostopia et comment les dominos sont tombés. Eh bien, nous devions gagner ce contrat Earthlink. Nous devions avoir ce facteur d'X et puis quand nous l'avions, alors nous avons pu gagner tous les autres télécoms et... Vendre les entreprises. Une chose que vous avez mentionnée est très importante cependant, attraper une vague. Comment identifiez-vous une vague? D'accord? Donc, j'ai vraiment des idées cool à ce sujet. La première chose que je fais, c'est que je vis toujours dans le futur. Le nouvel iPhone est sorti il y a 4 jours. Je suis toujours en retard, mince, nous étions rapides. Oh ouais, je veux dire, comme les gens dans mon bureau sont comme « je reçois un nouvel appel iPhone ». Ils commandent déjà le nouvel iPhone car ils savent que je veux la dernière technologie, comme les lunettes, et le plus rapide. J'ai toujours eu l'Internet le plus rapide. J'étais le numéro 984 pour le modèle X, n'est-ce pas? J'essaie constamment de vivre dans le futur. Je l'appelle « vivre dans le futur ». C'est comme moi au bureau maintenant. Je mets ce costume et je fais des contrats juridiques. Je ne suis pas avocat. Je fais des choses de marketing.
Ce ne sont que des calculs impressionnants. C'est incroyable ce que vous pouvez faire avec l'IA. Si vous ne l'adoptez pas, vous prendrez du retard. Donc, la seule chose que je dirais, c'est que vous voudrez vraiment vous concentrer sur l'utilisation de la dernière technologie. Vous découvrirez des opportunités dans votre secteur spécifique. Il y aura des opportunités dans l'IA. Et puis vous pouvez les appliquer et construire également une entreprise autour de ce concept. C'est tout. Je veux dire, ça est essentiel si vous voulez voir où se trouve le doigt sur le pouls de ce qui se passe. Exactement. Je vais te raconter une histoire drôle. Et voici. La chose. Cependant, ayant travaillé dans cette entreprise du Fortune 500, vous savez, quand nous lancions, ils lançaient un point club, ils déréglementaient l'espace. Donc parfois c'est un changement technique, parfois c'est un changement légal. Le Congrès prépare une nouvelle loi pour apporter des changements. Alors entre l'entrepreneur, c'est le point où nous pouvons avancer plus rapidement, plus vite que les grandes entreprises. J'ai contacté l'entreprise qui a acheté la nôtre, car c'était évidemment une entreprise similaire. Ils ont fourni des services similaires. J'ai parlé au président directeur général, voulez-vous lancer ces TLD? Je veux en lancer un. Est-ce que cela vous conviendrait? Et il dit absolument, c'est trop risqué pour nous de toute façon. Nous refusons de nous en approcher. Et donc j'ai dit, d'accord, je vais le lancer. C'est une grande entreprise générant des centaines de millions de dollars de bénéfices annuels, mais ils trouvèrent le projet trop risqué. Alors voici cet entrepreneur qui dit, d'accord, eh bien je vais le faire. Alors nous l'avons fait, nous avons levé 12 millions de dollars. Nous l'avons vendu à GoDaddy des années plus tard pour un multiple énorme pour nos investisseurs. Et c'est tout. En tant qu'entrepreneur, si vous pouvez saisir cette opportunité, vous avez une petite fenêtre pour tirer avantage de la peur de la technologie des gens. Je pense que l'IA évolue plus rapidement que beaucoup de changements technologiques et représente le plus grand changement technologique de notre vie. C'est le plus grand. L'IA créera plus de millionnaires que tout autre changement technologique dans l'histoire. Maintenant, vous avez une histoire. J'ai effectivement une histoire. Je riais parce que je viens de rentrer de Boston et vous m'avez vu à Inbound. Et j'ai fait 2 sessions à Inbound et l'une portait sur le marketing, le contenu et la marque, qui est mon truc. Je vis et respire le marketing et le contenu en ce moment. Évidemment, l'IA est totalement intégrée dans mon flux de travail de post-production. Comme chaque élément d'IA que vous pouvez imaginer qui est orienté vers le consommateur, je l'utilise d'une certaine manière pour l'amélioration audio. Donc, j'utilise Adobe pour améliorer le son sortant de ces micros. Dans un champ venteux, le son serait similaire à celui d'un studio. Être dans un studio augmente peut-être de 5% la qualité audio, mais la même IA pourrait être utilisée même si vous enregistrez au milieu d'un chantier de construction. La vidéo longue durée est donc transformée en de nombreux formats courts avec Opus. Je veux dire, la perplexité est juste comme un bac à sable pour tout le reste, pour tous les types de chats, vous savez, comme le chat génératif que vous voulez créer. Donc, mon équipe utilise l'IA dans l'ensemble de leur flux de post-production. C'est un peu comme une première approche de la création. Processus est la meilleure façon de le dire. Ce ne sera jamais la solution finale. Et ce ne sera pas assez bon pour être publié, mais cela sera très efficace pour accomplir 80 à 90% du travail en une fraction de le coût ou le temps ou l'énergie. Mais pour vous montrer comment les gens n'adoptent toujours pas l'IA, on m'a demandé de faire une présentation à Inbound, pas seulement sur le contenu. La seconde conférence traitait de l'IA, car je l'utilise dans mon flux de travail de post-production. Je ne suis pas un développeur, je ne suis pas technique. J'utilise littéralement juste des outils pour lesquels je paie entre 20 et 30 $ par mois. Et cela m'a déjà mieux positionné pour parler de l'impact de l'IA sur votre stratégie marketing qu'une salle pleine de 10 000 marketeurs, ce qui est fou pour moi. Et le point est, je ne suis pas le mieux placé pour enseigner l'IA. Je ne suis pas le mieux placé pour enseigner l'IA. Cela existe depuis 1 an et demi. Et pourtant, les responsables marketing des grandes organisations ne l'utilisent pas, ne le comprennent pas et écoutent un gars comme moi qui est solopreneur, essentiellement avec une très petite équipe faisant un podcast qui se passionne pour l'IA. C'est la personne qui leur enseigne, ça devrait être l'inverse. Mais je pense que les entreprises, elles sont très lentes à adopter. Et ce n'est pas pour dire que toutes les entreprises n'adoptent pas parce que certaines le font, mais je pense que beaucoup d'entreprises sont très hésitantes à l'intégrer dans leur processus de travail. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une opportunité de perturbation pour les entrepreneurs, mais aussi une énorme erreur. Donc, je ne sais pas si vous écoutez cela dans votre entreprise, comme commencer à comprendre comment l'utiliser. Et ma petite astuce préférée récemment sont personnalisées.
GPT. Je ne sais pas si vous les avez personnalisés. Je ne l'ai pas fait. Et vous? Il existe maintenant des agents que vous pouvez utiliser pour deux objectifs distincts. Vous pouvez utiliser un privé. Oui, donc par exemple, vous ouvrez simplement un privé, cela prend 10 secondes, cliquez dessus, téléchargez un contrat. Désormais, à chaque question sur ce contrat, je consulterai ce GPT personnalisé et l'interrogerai comme un avocat. Et ce GPT personnalisé connaît ce contrat mieux que votre avocat. Nous avions un très gros contrat chez PayAwets.com. Et donc, nous nous y sommes lancés. Je l'ai demandé 100 fois et je continue à le battre. Je pose des questions de manière répétée. Puis nous avons dit, bon d'accord, c'est trop grand pour simplement laisser l'IA le gérer. Nous avons consulté des avocats et leur avons demandé de s'en charger. Ils sont revenus avec exactement les mêmes réponses. J'ai trouvé ça fascinant. Désormais, vous pouvez poster vos GPT dans un magasin et les rendre publics. Effectivement, il n'est pas nécessaire d'être programmeur. Donc comme vous l'avez dit, vous ne pouvez pas programmer. Je suis horrible. Je ne suis pas un geek. J'aspire seulement à le devenir. Donc je crée maintenant ces petites applications. Et nous avons fait cela pour un cahier d'exercice. Donc nous commençons simplement à sortir du cahier à grande échelle. Est-ce presque terminé? C'est en direct. C'était en fait un best-seller la semaine dernière. Je ne savais pas cela parce que quand nous avons parlé la dernière fois, c'était quelqu'un qui plagiait votre livre sur Amazon. C'est vrai. Il faisait des cahiers d'exercice. Oh oui. C'est peu importe. Cela m'a irrité parce que leur qualité était si mauvaise. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place tous ces exercices. Nous avons intégré des codes QR et des noms de domaine. Vous pouvez aller sur personalityprofileA.com et vous pouvez réellement utiliser un GPT qui vous dira votre profil dominance, influence, stabilité, conscience professionnelle, votre profil Myers-Briggs, et ensuite vous comparer à d'autres célébrités également. Vous pouvez le faire avec tout votre personnel gratuitement. C'est de cela dont nous parlons, c'est le monde vers lequel nous nous dirigeons. J'ai répondu aux questions et suis resté sur place. Il y a quelques astuces à connaître pour rendre le questionnaire utilisable, comme le transformer en questionnaire à choix multiples, commencer par la question 10, puis descendre jusqu'à la première. Ce sont des astuces vraiment cool. Cela devrait être le prochain que vous jouez avec. J'adore ça. Mais pourquoi pensez-vous... D'accord, donc je suis vraiment très impressionné par votre livre et je ne le fais pas habituellement. Je ne me concentre pas habituellement entièrement sur le livre lorsque nous faisons un podcast, mais combien vous m'avez envoyé quelques éloges ou quelques classements ou quelques tops charts que vous avez atteints avec ce livre et je suis super curieux de savoir où ce livre a fini maintenant parce que je peux probablement le chercher. Bien, je vais vous dire, je pourrais, oui, dites-moi, oui, nous pensons 30 ans comme... Un entrepreneur en série, mais je suis aussi curieux de savoir pourquoi ce livre a si bien marché. 30 ans en tant qu'entrepreneur en série, 10 ans à écrire le livre, nous avons interviewé plus de 200 personnes, c'est fou. Non, 200 personnes, 10 ans à écrire un livre, je sais, c'est fou. Je l'ai fait dans les avions. Vous savez, il y a un passage sur Point Club dans ce texte, écrit il y a 10 ans. J'ai gardé la même chose, car c'était avant le lancement de Point Club. C'était fascinant. Et donc, j'ai gardé exactement la même chose. J'ai dit, nous allons suivre la méthodologie. Commencer, développer, sortir, répéter. Concentrons-nous sur l'histoire, les gens, l'argent et les systèmes. Et c'est là. Donc, nous avons également, parmi les 200 personnes que nous avons interviewées, des personnes phénoménales. Et seulement environ 50 ont réellement fait le livre. Nous avons aussi écrit ce livre pour les entrepreneurs souffrant de troubles déficit de l'attention avec hyperactivité. Il y a 58 chapitres et ils sont très courts et digestibles. Et d'ailleurs, ce sont des histoires. Ce sont les histoires, mes histoires, et ce sont les histoires de ces 50 autres personnes qui ont été interviewées pour le livre. Nous avons également ajouté 30 illustrations. Nous l'avons codé en couleur. Forbes Books a fait un travail phénoménal pour assembler ce livre et lui donner l'apparence d'un livre de classe mondiale. Il a été numéro 1 sur Amazon dans 15 catégories. Il a remporté 13 prix à l'échelle mondiale et il est sorti il y a 11 mois. Il a déjà remporté 13 prix. C'est le livre sur l'entrepreneuriat le plus récompensé en 2024. C'est phénoménal. Félicitations, mec, merci. C'est phénoménal. Et tu sais, tu fais ces choses. Je vois beaucoup de mes amis, ils lancent ces livres et ils sont des personnes célèbres qui regardent ces livres. Eh bien, je le sais parce que je les reçois tous sur mon podcast. Je les reçois tous sur mon podcast. Et je les regarde et je me dis, la semaine dernière, nous étions numéro 1 dans chaque catégorie. Nous étions le numéro 4, nous étions numéro 1 en entrepreneuriat pendant une semaine et nous étions numéro 4 de tous les livres d'affaires aux États-Unis la semaine dernière. C'était là-haut avec Elon Musk et commence, évolue. Sortir répète, n'est-ce pas? C'était fascinant. Je pense qu'il y a une leçon là-dedans. Je pense mettre 10 ans dans quelque chose. Comme il y a tellement de concurrence en bas et sur le marché intermédiaire en termes de médiocrité, il y a tellement de concurrence lorsque vous publiez du contenu médiocre, il y a tellement de concurrence lorsque vous construisez une entreprise médiocre.
Mais lorsque vous mettez tellement de temps et d'énergie dans quelque chose et que vous êtes dans le 0,001% des individus, ce que je pense prendre 10 ans pour écrire un livre vous met certainement. J'avais d'autres entreprises à gérer aussi, oui je sais, mais il y en a vraiment. La concurrence est faible au sommet du marché quand on investit beaucoup d'énergie et d'efforts. Et je pense que nous sommes dans une ère où tout le monde essaie de faire le moins et attend le plus. Et je pense que les gens sont tellement frustrés parce qu'ils ne se démarquent pas sur les réseaux sociaux, où ils ne se sentent pas comme s'ils étaient... et ils écrivent un livre en quelques mois et ils le sortent et personne ne l'achète comme pourquoi l'effort minimal n'est pas égal à la production ou au résultat. Je pense que c'est vraiment parce que, comme pour tout, il faut simplement vous y investir pleinement. Et le marché reconnaît quand vous y mettez beaucoup de vous-même. Je crois que c'est pourquoi c'est si réussi, parce que vous avez passé tellement de temps et dépensé tant d'énergie et de sang et de sueur et de larmes et d'intuition et de leadership éclairé et d'expérience y est consacré. Oui, je veux dire, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs très réussis comme moi, ils écrivent des livres et tout tourne autour d'eux. Ce livre n'est pas une autobiographie. Oui, ces histoires sont là-dedans, n'est-ce pas? Il y a des histoires là-dedans, mais ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos du lecteur qui veut apprendre comment démarrer une entreprise. Le lecteur cherche des conseils pour développer son entreprise. Un lecteur cherche à apprendre une sortie. C'est aussi à propos d'un leader qui cherche à reproduire son succès. Donc c'est une philosophie et c'est différent. C'est aussi une philosophie différente de beaucoup d'autres livres là-bas. J'ai lu au tout début du livre que si vous voulez devenir une licorne, c'est le mauvais livre pour vous. Il s'agit de construire une base solide, une base, de construire quelque chose, de vendre cela, de retirer de l'argent de la table parce que des choses mauvaises arrivent, puis de répéter ce processus encore et encore. En entrepreneuriat, vous n'êtes pas le président-directeur général d'une entreprise spécifique. Il y a beaucoup de défis de santé mentale dont nous devons également parler. Nous en discuterons bientôt. Mon objectif est de résumer et présenter les concepts clés du livre. Nous pouvons maintenant discuter de santé mentale et d'autres sujets connexes. Mais juste pour que les gens comprennent, parce que nous sommes allés et venus entre, je dirais, deux cadres, parce que vous avez démarré, développé, sortir, répéter, mais vous avez aussi histoire, personne, argent et système. Alors comment ces deux cadres s'articulent-ils l'un avec l'autre? D'accord. Donc, dans démarrer, vous devez raconter, vous devez trouver l'idée, vous devez résoudre un problème. Donc, vous parlez de l'histoire et puis vous avez aussi les personnes dont vous avez besoin pour démarrer et vraiment tout tourne autour de l'entrepreneur au début, n'est-ce pas? Et puis vous avez des systèmes. Il parle de systèmes au début. Je dis juste de déterminer vos indicateurs clés de performance. Ne compliquez pas trop les choses. Donc, ces 4 composants, ils jouent un rôle dans chacun d'entre eux, dans chaque section, mais ils changent radicalement entre chaque section. Nous avons donc écrit le livre en abordant l'histoire, les gens, l'argent et les systèmes dès le début. Il y a aussi l'histoire, les gens, l'argent, les systèmes et l'échelle. Et au fait, tout est différent à la sortie. Vous ne seriez pas surpris combien de choses vous pouvez faire en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur pour augmenter la valorisation de votre entreprise, simplement en comprenant ce qui entre dans la vente de l'entreprise, en comprenant la mentalité de l'acheteur. Quand je travaillais pour une entreprise du Fortune 500, j'ai probablement acheté environ 15 entreprises. Je comprends maintenant parfaitement le point de vue de l'acheteur. Et cela se reflète également dans le livre. Quand vous traversez ce processus de démarrage, d'expansion, de sortie et de répétition, quels sont les éléments clés à considérer? Car en tant qu'entrepreneur, vous ne cherchez pas forcément à construire une licorne ou une entreprise d'1 milliard de dollars, mais plutôt à établir un processus qui s'apparente presque à un enseignement de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas que de la chance. C'est un processus qui peut être répété indéfiniment, comme vous l'avez démontré dans votre propre vie. En gardant à l'esprit la fin ou la sortie, quels sont les éléments les plus importants dans le processus de départ qui peuvent influencer le processus de sortie? Chez Dot Club, nous avons identifié dès le premier jour l'acheteur que nous voulions pour acquérir l'entreprise. Et nous savions que c'était GoDaddy. Je veux dire, ce sont les grands, ils sont l'éléphant, n'est-ce pas? Nous assistons fréquemment à des conférences où nous représentons GoDaddy et faisons connaissance avec les participants. J'aime, quand nous commençons une entreprise, je dis toujours, vous savez, l'un des plus grands défis lorsque vous vendez une entreprise sont les horaires et la diligence raisonnable. Alors, assurez-vous que chaque contrat est dans un lecteur virtuel. Chaque contrat unique. Vous ne pouvez pas vous précipiter à la dernière minute pour rassembler des documents.
Et nous savons que des choses mauvaises peuvent arriver, n'est-ce pas? Et quand vous savez qu'ils ont 20 personnes de l'autre côté et que vous n'êtes que 2, c'est vrai et c'est tout et c'est intimidant quand vous entrez dans ces processus de sortie et cela peut prendre des mois et être ralenti. Mais non, vous devez, quand vous entrez en mode transaction, c'est le mode clôture. Il n'y a pas de week-end ou de soirée, c'est un match de football. Vous devez faire passer ce ballon de l'autre côté de la ligne, c'est tout. Et ça commence si vous n'êtes pas organisé. Cela rendra la vente de l'entreprise plus difficile à terme. Nous voulons rester votre entreprise familiale. Exactement. Nous voulons aussi rester purs. Vous savez, nous dirigeons une entreprise de plateforme logicielle. Nous ne voulons pas acheter une ferme et l'intégrer à l'entreprise. Et cela doit être propre, vous devez vous en assurer. Il y a certaines choses à faire, comme obtenir du capital risque ou rester dans les normes habituelles. Et par exemple, quand vous donnez des options dans votre entreprise, vous souhaitez généralement le faire pour 10 à 20% de votre société. Si vous allez trop haut, cela va être négatif pour vos évaluations à l'avenir. Descendre trop bas peut également être néfaste. En général, vous voulez que les options représentent entre 10% et 15% de votre entreprise. Vous pouvez donc établir certaines normes dès le début. Et nous en parlons beaucoup dans le livre. Ce n'est vraiment pas le genre de livre qui va vous dire comment gagner 1 milliard de dollars. Et je m'inquiète beaucoup à ce sujet et j'ai vu trop d'entreprises, j'ai investi dans trop de fondateurs d'entreprises où ils attrapent la maladie de la Silicon Valley. J'ai inventé ce terme basé sur l'idée d'obtenir un financement d'entreprise, de le développer et de construire une entreprise d'1 milliard de dollars. Au fait, ils vous poussent. Ils vous incitent à obtenir le 10x voulant que vous jouiez. Ils veulent le pari. Ils ne veulent pas de ce double ou triple. Ce n'est pas leur volonté, alors ils vous y poussent vraiment. Et cela peut également entraîner des problèmes dans votre entreprise et des dépenses que vous ne devriez pas vraiment faire. Je suis fan des startups financées par leur clientèle. Et nous avons eu un monsieur nommé John Mullins qui a écrit le livre « Startup financé par le client ». Nous l'avons interviewé pour ce livre. Je ne peux pas vous dire combien d'entreprises de la liste Fortune 5000 utilisent des techniques financées par les clients pour financer leur activité. Donc, si vous regardez tous les entrepreneurs dans lesquels vous avez investi, je vais parler de santé mentale maintenant, mais la dernière question à ce sujet est tous les entrepreneurs dans lesquels vous avez investi, toutes les leçons que vous avez apprises en tant qu'entrepreneur, quelle est la plus grande idée fausse sur l'entrepreneuriat que vous voyez encore et encore? Je pense que tout le monde pense avoir une excellente idée, mais les idées ne valent rien. Les actions sont inestimables. Nous avons eu une situation en 2004 où nous voyagions partout dans le monde pour le Sostopia, vendant la télécommunication. Et nous allons à ces avantages de bureau, et nous quittons la réunion, et nous essayons de prendre un taxi, et c'était presque impossible. Nous sommes donc assis dans une dacha en Ukraine. Dacha est taillée comme une cabane en Ukraine sur une ferme. Et nous prenons quelques verres et des choses comme ça aussi. Nous trouvons des idées qui nous irritent et nous le disons. Nous n'arrivons jamais à trouver un taxi. Pourquoi ne pas lancer une entreprise? Avant, nous avions une boîte de développement mobile de jeux. Nous avons alors décidé de créer notre propre entreprise. Nous l'appelons Mon bouton jaune. Donc c'est un bouton jaune. Vous appuyez sur le bouton jaune de votre téléphone et ensuite vous pouvez voir le taxi qui vient vers vous avec le Global Positioning System. Et littéralement, l'équipe est revenue. C'était avant Uber, c'était 3 ans avant Uber, n'est-ce pas? L'équipe est revenue, nous distrayant. Nous avons inventé un autre jeu. Nous ne l'avons jamais fait. Nous n'avons jamais agi à ce sujet. Nous n'avons pas agi à ce sujet. Et tout à coup, Uber et Lyft se sont lancés avec des milliards de dollars. Aujourd'hui, je peux en rire, mais je possède toujours ce nom de domaine. Mon petit couteau à boutons à vendre pour 20 $. J'ai l'impression qu'il avait un peu plus de valeur avant Uber et Lyft qu'il n'en a maintenant. Mais cela pourrait être, écoutez, j'ai vu beaucoup d'entreprises construire des concurrents qu'elles construisent pour être acquises par Uber ou Lyft. Vous pouvez aussi le faire, car c'est une réflexion orientée vers le résultat. Avez-vous déjà entendu parler de ces... il y a une autre stratégie que je trouve très intéressante. Il y a ses frères, ils sont allemands. Avez-vous entendu parler de cette famille et ce qu'ils font, c'est qu'ils copient des idées aux États-Unis et les emmènent sur le marché allemand. C'est aussi assez courant et... Nous, les Canadiens, pouvons copier des idées aux États-Unis et vice-versa. Je pense que c'est en fait une bonne chose. Je pense qu'ils sont très intelligents parce que vous savez déjà que l'idée fonctionne. Apportez-le simplement à votre marché. Je ne me souviens plus de leur nom maintenant. Ils ont fait ça quelques fois avec Pinterest et nous, et maintenant, ils sont milliardaires. Donc, en prenant simplement des idées technologiques américaines,
et en les amenant en Allemagne. Et en fait, j'ai un ami en ce moment qui a pris une idée de Chine, qui est ces supports de chargeurs de téléphone pop-up. Et maintenant, il le prend, il l'apporte aux États-Unis, et en gros, vous vous promenez simplement dans un stade ou un aéroport. Et votre téléphone est en train de mourir. Il y aura un petit pop-up, et il y a comme 20 ports différents où vous branchez votre téléphone, et apparemment, ils sont partout en Chine. Maintenant, il apporte cela aux États-Unis. Il y a quelque chose à dire pour ne pas avoir à réinventer la roue quand il s'agit d'entreprise, car les idées qui fonctionnent sont déjà là. C'est juste comme vous l'avez dit, c'est l'action, tout est question d'action. Parlez-moi de la santé mentale, qu'est-ce qui tourmente les entrepreneurs? Parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas fait ce que vous avez fait, mais déjà, ce que j'ai fait dans ma courte carrière, c'est très stressant, très solitaire. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'aime que j'ai de la chance d'avoir aussi Gina. Et j'ai l'impression que c'est, tu sais, avoir quelqu'un qui te sort de l'anxiété et du stress quand quelque chose de mauvais arrive, te rappelle simplement que ce n'est pas si grave. Et tu sais, la vie va continuer. C'est très important aussi. Je pense que j'ai une très grande force mentale. Je ne traite pas de gros problèmes, mais certains problèmes auxquels je fais face stresseraient vraiment quelqu'un qui n'a jamais travaillé qu'un 9 à 5 W2 auparavant. Donc, je ne pense pas que la santé mentale soit suffisamment évoquée avec les entrepreneurs. Et je pense que c'est quelque chose que nous devrions aborder. Je sais que vous avez aussi des histoires, mais même parler de votre propre expérience personnelle, mec, je n'ai pas perdu 130 millions de dollars. Je n'ai pas introduit d'entreprise en bourse. Je ne saurais même pas comment gérer ces situations. Je suis sûr que je m'en sortirais, mais et vous, comment vous en sortiriez-vous? Comme quand vous avez traversé cela? Oui, absolument. Et c'est pourquoi nous avons inclus un chapitre sur la santé mentale, qui est d'ailleurs le dernier chapitre du livre. La formule du succès. Établir des formules est inutile si vous ne gérez pas ce qui se passe en interne. C'est comme des montagnes russes émotionnelles. Vous lancez une entreprise, c'est vraiment une chose difficile à faire. Ces baisses, évidemment, les hausses sont agréables, non? Ouais, les chèques sont sympas. Ces périodes de déclin sont ardues. La nervosité, la paix, le fait que vous pourriez perdre votre maison, la hausse des taux d'intérêt, les facteurs externes. Je veux dire, c'est très stressant. 49, laissez-moi vous dire quelque chose sur les entrepreneurs. Ils sont neurodiversifiés de bien des façons et cette neurodiversité est un plus et parfois peut être négative. D'accord? 49% des entrepreneurs ont une forme de maladie mentale. 30% ont une dépression. 29% 11% ont des problèmes de dépendance. 9% sont bipolaires. Le fait est que nous avons ces choses. Certaines de ces choses sont un talent pour nous et nous aident à réussir. Et certaines de ces choses peuvent être dangereuses. J'avais un bon ami ici en Floride du Sud. Il dirigeait son entreprise depuis une quinzaine d'années. C'était dans l'immobilier, une entreprise qui achète les maisons LED. Et il a dirigé son entreprise pendant 15 ans. Il avait une centaine d'employés. Il a licencié ses employés il y a 8 mois, un vendredi. Les taux d'intérêt élevés ont découragé les ventes de maisons dans son entreprise. Il avait une centaine d'employés. Vendredi, il a licencié tous ses employés. Mardi, il s'est suicidé. Et je ne pense pas que cela devait arriver car ce monsieur était si doué pour créer et développer des entreprises. Ouais, il devait fermer l'entreprise. Oui, les taux d'intérêt l'ont éliminé, mais il aurait pu revenir sur la route quand ils ont baissé ou lancer de nouvelles entreprises. Nous devons parler de cela. Nous devons nous entourer d'autres personnes dans une communauté. Je fais partie d'EO, l'organisation des entrepreneurs. Chaque mois, 8 d'entre nous se réunissent et nous parlons de nos problèmes personnels, familiaux et professionnels. Il existe des incubateurs et une communauté là-bas. Et je pense que plus nous obtenons de l'aide des autres, plus nous en parlons, je pense que c'est mieux. En réalité, je peux parler ainsi, mais vous connaissez aussi l'histoire de Tony Hsieh. Et nous en parlons dans le livre et comment, malheureusement, il est milliardaire et il meurt. Nous ignorons s'il s'agissait d'un accident ou d'un suicide, mais nous savons que des problèmes de santé mentale étaient en cause. La réalité est que les entrepreneurs, ce sont des individus forts. Ils sont parfaits, ils mènent la vie parfaite, et c'est difficile pour un entrepreneur de faire cela. C'est difficile pour un entrepreneur de dire « Regarde, j'ai un problème ». Je pense que si nous pouvons,
Je demande aux entrepreneurs d'identifier leur profil de personnalité et leur propre neurodiversité. Utilisez cela à votre avantage. Si vous savez que l'addiction est un problème, comme pour moi, acheter des noms de domaine, comment puis-je en tirer profit? Comment est-ce que je prends cela et l'utilise à mon avantage? Comment gérer les hauts et les bas, les aspects négatifs de l'entrepreneuriat? Et ce n'est pas seulement toi. C'est ta famille. Ta famille va... Ma femme a traversé 30 ans d'enfer, de hauts et de bas, et c'était formidable. Ouais, nous avons finalement bien atterri. Mais en réalité, ce n'est pas simple. Mais beaucoup de moments difficiles dans ma carrière. Oui, ce n'est pas facile. Mais je pense qu'il est important de trouver des personnes avec qui vous pouvez parler de cela dans un environnement sûr. Et oui, il y a des gens là-bas. Et là, il y a des groupes et des organisations là-bas qui peuvent vous aider à faire cela. Je pense qu'il est également important de comprendre que peu importe ce que vous traversez, c'est en quelque sorte ce à quoi je faisais allusion quand Gina me ramène de situations merdiques. Premièrement, ce n'est pas aussi mauvais que vous le pensez parce que la vie continue. Et deuxièmement, il y a quelqu'un qui a géré cela à une échelle plus grande qui peut probablement vous aider à le naviguer. Et je pense que c'est très difficile pour la personne vivant dans la situation de comprendre. Mais encore une fois, si vous avez des amis qui sont passés par là et qui ont géré tout cela, tout à coup, cela met les choses en perspective. Cela vous aide à prendre un peu de recul et à comprendre que quoi que ce soit qui se passe en ce moment, oui, vous avez fermé une entreprise avec une centaine de personnes, mais il y a des entreprises qui ont licencié 3000 personnes la semaine dernière et ce n'est pas pour dire que c'est une circonstance merdique. Mais cela ne justifie certainement pas que vous preniez votre propre vie. Il y a tellement de choses de l'autre côté de cela. Vous auriez pu faire cela dès le départ, c'est littéralement ce que vous enseignez. C'est comme si vous pouvez le faire une fois, vous pouvez le faire à plusieurs reprises. Et dans ce cas particulier, il s'est avéré par la suite que c'était lui. Il l'a fait parce que c'était son identité. C'était un entrepreneur prospère qui dirigeait cette entreprise. Ce n'est pas ton identité. Tu es un entrepreneur et tu vas connaître des échecs et tu vas accepter des succès. Dans le succès comme dans l'échec, reste humble. Si tout s'effondre, tirons-en des leçons et transformons cette cicatrice en opportunité. C'est notre identité d'entrepreneur. Faire face aux difficultés, échouer, nous relever, recommencer, construire, revenir, persévérer. Nous démarrons, développons, lançons et recommençons encore et toujours. Il y avait un bon moment, 130 millions quand tu étais, tu dois continuer à dire ça parce que c'est un nombre énorme comme c'était encore plus grand à l'époque avec l'inflation. Donc la raison pour laquelle je continue à en parler, c'est parce que je pense que beaucoup de gens n'auraient pas été si enthousiastes à l'idée de recommencer après ça. Oui, tu sais ce que j'ai fait, j'ai vraiment... Me suis concentré sur ce que j'aime faire et ce que nous aimions, c'était la technologie et comment cela peut changer le monde. C'est pourquoi nous nous sommes lancés directement dans Hostopia et cette plateforme d'hébergement et web, et nous avons commencé à la développer. Et ce n'était pas facile non plus. Nous avons dû obtenir du capital risque. Nous subissions des pertes massives jusqu'à ce que le 11 septembre se produise, et $2 millions par mois. Et ce n'était pas facile. Mais chaque mois s'améliorait et nous l'avons construit et nous nous sommes simplement concentrés sur ce que nous aimions. Construire des entreprises technologiques? Et je pense que cela doit être votre étoile du Nord. En somme, si votre objectif principal était l'argent, la célébrité ou autre chose que votre passion, je ne crois pas que vous réussirez. Je ne pense pas que vous y arriverez. Vous ne pouvez pas gérer ces baisses. Vous atteindrez toujours des points bas dans n'importe quel démarrage. J'ai une question sur la passion car c'est en quelque sorte de quoi nous parlons. Et je pense que c'est toujours une sorte de débat pour moi. Les entrepreneurs passionnés, c'est génial. Cela les portera à travers les hauts et les bas. Mais cela peut aussi les aveugler face aux réalités du marché. S'ils sont trop passionnés par quelque chose et que le marché n'a pas réellement besoin de leur solution. Alors, comment équilibrez-vous cette passion et ce pragmatisme lorsque vous construisez une entreprise? Début du livre, nous avons quelque chose appelé des portes d'étape. Les portes d'étape sont comme dans ce jeu vidéo de course automobile où vous devez passer par les portes, sinon vous devez insérer une autre pièce pour continuer. Vous ne vous souvenez probablement pas des cartes. Moi, je me souviens des cartes. Je ne suis pas si jeune.
Je suis allé aux arcades. D'accord. Si tu n'as pas, tu sais, si tu ne passes pas la porte, alors tu dois mettre plus d'argent. Tu dois continuer. Je l'appelle une porte d'étape dans le livre. Il s'agit d'un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, que vous choisirez à l'avenir. Et si vous ne l'atteignez pas, vous changez de direction ou vous l'abandonnez. Mais voici l'autre défi mental. Parce que les entrepreneurs, et j'ai eu ça quand je commençais des entreprises au début, tant de gens disaient « Oh, tu perds ton temps. Tu devrais aller chercher un diplôme en droit. Tu devrais aller à ça. Oh, cette idée ne va pas marcher. » Tu dis « Regardez, les gars, ma porte d'étape est que je vais avoir un minimum viable product prêt à cette date, à cette heure dans le futur, et je vais le montrer aux investisseurs et essayer de lever 100 000 ou 1 million de dollars. C'est mon minimum viable product. Si ça n'arrive pas, tant pis. Et après, tu peux ruiner mon défilé. Mais jusqu'à ce moment, j'ai la flexibilité et la liberté pour y parvenir. C'est pourquoi j'aime le concept de porte d'étape et j'aime les placer dans différentes portes d'étape. Alors je ferai une, puis je ferai une deuxième porte d'étape. Le livre original présente également le concept du plan d'affaires en 4 post-it. Pourquoi des post-it? Parce qu'ils sont petits et collables sur le tableau. C'est un plan d'affaires personnel pour votre propre réflexion stratégique. Mettre en place ce plan d'affaires vous prend probablement environ une demi-heure. Et cela comprend les portes d'étape et combien d'argent dois-je lever pour atteindre cette porte d'étape? De quelle personne ai-je besoin pour atteindre cet objectif? Et quels sont les KPI, les systems, quels sont les KPI que je dois suivre? Performance pour atteindre cette porte d'étape? Vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, vous venez de parler de lever des fonds, et c'est une autre chose qui, je pense, confond beaucoup d'entrepreneurs. Vous avez également dit que parfois le financement par les clients est la meilleure façon de construire une entreprise. Mais bien sûr, vous avez également levé des fonds. Alors, lorsque vous examinez les deux options, lever des fonds ou non, y a-t-il certaines choses que vous recherchez ou des signaux qui indiquent que ce type particulier d'entreprise devrait être quelque chose pour lequel nous levons du capital risque ou même juste un investissement d'ange par rapport à non? Absolument, absolument. Donc, si nous étions dans un environnement très rapide, comme par exemple, je me souviens de Clubhouse, cette application d'il y a des années, ils devaient lever beaucoup d'argent rapidement car sinon, s'ils ne le faisaient pas, alors vous auriez les grands concurrents. Et devinez ce qui s'est passé. Space est arrivé, Chatter est arrivé de Meta, LinkedIn Audio. Chaque concurrent a soumis une solution. Donc, si vous êtes sur un marché comme celui-ci, vous devez agir rapidement. Le capital risque est votre meilleure voie. À l'heure de Silicon, je sais que malgré les aspects négatifs, c'est le meilleur endroit au monde pour lever des fonds. Et plus d'entreprises prospères sont sorties de la Silicon Valley que de n'importe où. Quel autre écosystème dans le monde? Donc, je suis très positif à ce sujet pour le bon type d'entreprise. Si vous devez agir rapidement, en vous retenant et en laissant les autres prendre votre part de marché, vous avez fait une énorme erreur. C'est à ce moment-là que nous devons faire appel au capital risque pour nous permettre de remporter ce marché. Parce que si nous attendons trop longtemps, si nous essayons de le faire, nous sommes trop conservateurs tout le long, quelqu'un d'autre va prendre ce marché. Et je préférerais posséder un pourcentage plus petit d'un produit qui gagne sur le marché qu'un produit de niche ou un produit de marché beaucoup plus petit qui a une part de marché beaucoup plus faible. Parce que généralement, les gagnants Prenant la part du lion 2. Vous devez le voir ainsi, ne pas simplement suivre une tendance, mais comprendre le type d'entreprise que vous essayez de construire et le marché visé. Je veux dire, il y a tellement de différentes versions de l'entrepreneuriat aussi. Je veux dire, j'en parle beaucoup, mais certaines personnes ne veulent même pas vendre. Certains souhaitent fonder des entreprises centrées sur leur style de vie. Ma femme possède une école, elle voulait juste atteindre un certain niveau. La fille de son excellente école obtient le meilleur taux à Fort Lauderdale. C'est ça. Et vous n'avez pas à vendre cela si vous ne le souhaitez pas, mais vous devez décider de ce que vous voulez faire. La conscience de soi est l'un des atouts les plus précieux pour un entrepreneur. C'est primordial. Ouais, eh bien, tu sais quoi? Beaucoup d'entre eux sont arrogants. Je sais qu'ils le sont. Un en particulier me vient à l'esprit actuellement. Je ne mentionnerai pas de nom. Oh mon Dieu, il est le président directeur général. Il croit tout savoir, mais ce n'est pas vrai. Et quand tu penses que tu sais tout, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Quand tu commences à reconnaître que tu ne sais pas tout, quand tu commences à prendre des livres comme The E-Myth, ou 0 to 1, ou Start, Scale, Legs, Repeat, quand tu commences à apprendre ces philosophies, cela peut renforcer ta capacité à réussir en entrepreneuriat. Cela augmentera tes chances de succès.
Quels seraient certains des comportements les plus nuisibles que vous voyez chez les entrepreneurs lorsqu'ils essaient de se développer ou d'atteindre le succès? Quelles sont les erreurs à éviter à tout prix? Essayer de tout faire soi-même. D'accord. Donc, dans la méthodologie START, nous parlons des entrepreneurs. Ils délèguent des tâches, n'est-ce pas? Ils vont bien, tu dois l'être. C'est comme sevrer un bébé. Tu dois avoir conscience de tout. Quand tu es en mode d'escalade, il s'agit de déléguer des responsabilités, pas des tâches. D'accord. Et c'est important parce que c'est plus qu'un simple rôle de 9 à 5. C'est un rôle de 24 heures. Et quand vous êtes responsable de tous les aspects d'une entreprise, j'ai mentionné ma femme, elle n'a pas encore compris la philosophie de la délégation des responsabilités. Elle a 16 enseignants, une centaine d'élèves et environ 50 ou 60 parents. Et elle a les mains dans tout, d'accord? Mais elle se lève à 3 heures du matin presque toutes les nuits, inquiète pour ceci ou cela. Quand vous avez des gens qui sont maintenant responsables, disons que vous avez quelqu'un qui est responsable de l'informatique ou responsable des ventes, et vous n'avez pas à vous lever à 3 heures du matin. Maintenant, ils devront se lever à 3 heures du matin, mais ils sont concentrés sur ce domaine spécifique. Mais c'est exactement leur travail. Mais si vous déléguez ces tâches sans lâcher prise sur votre entreprise, vous ne déléguez pas vraiment les responsabilités et vous allez vous retenir. J'adore ça, c'est bien. Qu'est-ce que nous n'avons pas abordé que vous pensez être important pour les entrepreneurs à savoir? Je veux dire, le livre couvre, donc beaucoup. Nous pourrions faire comme tant d'émissions. Nous pourrions faire une émission, juste sur chaque session. Je sais ça, pas vrai? Parce que ça couvre tellement. C'est vraiment le cas. Et ici, personne ne passe 10 ans à écrire un livre. Allez-vous en faire un autre? Tu dois toujours dire les choses négatives, n'est-ce pas? Comment est-ce négatif? Je pense que cela fait de toi un cas à part. À l'école, j'avais des difficultés en anglais. Juste pour que tu saches. Je n'avais pas les meilleures notes. J'étais beaucoup mieux en maths et en économie et des choses comme ça. Mon frère jumeau m'a dit qu'il avait vraiment aimé mon livre, c'est intéressant. Et il ajoute qu'il l'a aimé pour sa simplicité. J'ai compris. Ce n'était pas comme ces livres d'affaires parfois éthérés et vraiment compliqués. Je ne peux pas le tolérer. C'est simplement le langage de la rue, utilisé dans la rue. c'est toi, c'est ma voix. Je trouve ça très ironique que ce que je considère comme votre super pouvoir, vous le voyez comme un défaut. C'est qui je suis. Donc, une bonne rédaction publicitaire est au niveau de la 5e année. Excellente rédaction publicitaire adaptée à un niveau de 5e année. Mais je suis tout à fait sérieux. Ce n'est pas comme si je faisais juste, comme si tu veux que le livre frappe à la maison. Si tu veux que l'écriture frappe à la maison, tu dois écrire à un niveau de 5e année. Tu dois prendre une idée très complexe. Et je pense réellement que cela montre que tu connais mieux le concept. Et tu prends une idée très complexe et tu peux trouver un moyen de la communiquer à un niveau de 5e année. Je pense que si tu ne peux pas faire ça, cela signifie que tu n'as pas réellement une maîtrise du concept. C'est mon. Alors, eh bien, j'ai été surpris que nous ayons obtenu 13 récompenses parce que, tu sais, les prix littéraires et le top, nous avons eu les American Legacy Book Awards, le top livre pour l'entrepreneuriat en 2024. Nous avons eu les International Book Awards. Nous avons remporté le meilleur auteur de non-fiction pour la première fois. Et puis, comme la IBPA, nous avons remporté la 2e médaille d'argent dans la catégorie Affaires et Communication. Donc, je veux dire, ce sont de grandes catégories. Et donc, j'étais en fait surpris que nous ayons si bien réussi. Mais nous avions heureusement des éditeurs humains. Et beaucoup de livres de Forbes ont fait un excellent travail pour aider à l'édition et à le nettoyer un peu. Mais c'est définitivement écrit, vous savez. Très simplement, je pense que c'est génial. Je veux dire, je l'ai lu. C'est génial. C'est aussi parmi tous les livres, et je veux dire, je n'ai pas tous mes livres ici. J'avais l'habitude d'avoir tous mes livres ici dans l'ancien studio. Mais je pense que c'est l'un des plus gros livres que j'ai. En effet, c'était 2 fois plus volumineux que n'importe quel livre publié par Forbes. Il continuait à se fâcher contre moi malgré mes efforts pour arranger les choses. Si je coupe ça, alors les entrepreneurs, ils ne sauront pas comment faire ceci ou ils ne sauront pas comment faire cela. Mais c'est très facile. L'ouvrage comprend 58 chapitres très courts. Vous pouvez sauter à une partie du livre ou le lire en entier. C'est une bonne idée de tout lire, mais il y a aussi une version Audible disponible. Il était aussi canadien. Pourquoi n'avez-vous pas créé votre propre Audible? Non, je ne peux pas. Tu plaisantes? Un Canadien a réalisé des publicités pour Budweiser. Ah, vraiment? Oui, donc il fait un travail assez divertissant quand il lit le livre. Je ne l'ai pas fait, car je refuse de laisser quelqu'un endormir les gens en lisant.
Donc il est un peu animé. Son travail est excellent. L'audible est donc de grande qualité. Très bien. D'accord. Allez-vous en écrire un autre ou c'est tout? Les gens insistent pour qu'on écrive un autre livre. Nous créons donc 4 cahiers de travail. Pour commencer, pour l'expansion, pour la sortie et pour la répétition. Le premier pour commencer est déjà disponible. Expansion. Je m'amuse beaucoup, mais ce sera le cahier de travail le plus compliqué jamais créé pour l'expansion. Je suis associé à 2 autres entreprises, Rhythm Systems, dont je vous ai parlé, et aussi Jack Daly et Dan Larson, auteurs du manuel de vente. Je travaille aussi avec eux. Nous mettons donc en place quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence pour quelqu'un qui souhaite développer son entreprise et la faire évoluer. Et bien sûr, nous allons avoir de l'IA. Des GPT personnalisés intégrés partout. Si les gens veulent entrer en contact avec vous, ils peuvent simplement aller sur startup.club et s'inscrire à notre liste de diffusion. Nous envoyons un email mensuel, comme une publication, où nous listons les auteurs qui viennent sur notre émission. J'ai maintenant ajouté l'index à cela. Un spectacle en direct sur Clubhouse, mais en fait, les gens ne le savent même pas. Peut-être que certains le font, mais c'est le plus grand Clubhouse d'entrepreneurs. Oui, donc presque 1 million. Membres. Plus d'1 million de membres maintenant. Nous avons 80 000 sur YouTube et nous venons de commencer TikTok il y a 1 mois. Je suis ravi. Nous avons 500 abonnés et j'ai vu votre contenu. C'est bien, oh vraiment, donc nous venons de commencer cela et c'est en train de décoller et je suis comme wow. C'est parce que notre démographie clé. Notre persona est un individu entre 18 et 34 ans, donc plus jeune. Une démographie plus jeune, c'est vrai. Nous devons penser ainsi car on ne peut pas simplement poster sur Facebook. Je suis très présent sur LinkedIn. Nous excellons sur LinkedIn, mais notre objectif est de toucher un public plus jeune. Nous avons dit allons sur TikTok. Donc nous avons commencé le TikTok. Comment votre contenu d'entreprise se porte-t-il sur TikTok? Il semble se porter très bien, oui? Oui. Je dois encore comprendre le fonctionnement de TikTok. Je dois encore comprendre TikTok. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'abonnés pour avoir rapidement des vues, n'est-ce pas? C'est intéressant, mais nous cherchons aussi à susciter de l'engagement. Suis-nous sur TikTok pour des vidéos amusantes chaque semaine. La meilleure façon d'obtenir le savoir-faire est d'aller sur startup.club, de s'inscrire à notre liste de diffusion et d'acheter le livre sur Amazon en version audible. Couverture rigide. Couverture souple et Kindle aussi. Tout cela ira dans les notes de l'émission aussi, donc j'obtiendrai tous les liens pour tout. Oui, oui. Je veux dire, regardez, juste pour être clair, Dieu merci, vous. Nous avons vu startup.club, n'est-ce pas? Mais c'est W Startup Club. D'accord, parfait. C'est ça, oui. Startup.club. Et nous avons écrit maintenant, je pense que j'ai écrit environ 20 articles pour Forbes aussi, que nous lions dans startup.club aussi. C'est comme tout le monde, si vous écoutez en ce moment, Colin est comme toute chose liée à l'entrepreneuriat. Il n'y a donc pas vraiment beaucoup de questions en tant qu'entrepreneur auxquelles il n'aurait pas une réponse quelque part. Que ce soit dans le livre ou sur TikTok ou YouTube, je veux dire, vous vivez et respirez cela. Et j'ai vu votre espace de coworking. J'ai vu certaines personnes et entreprises dans lesquelles vous avez investi. J'ai vu votre discours à I.O. Donc je pense, Fort Lauderdale à la, comment ça s'appelle, Tour ou quoi que ce soit. Oui, il n'y a pas grand-chose que vous ne couvrez pas dans votre contenu, ou que vous n'avez pas créé vous-même, ce qui est en réalité le facteur clé d'un bon contenu. J'ai tendance à... Je reste au-dessus de la mêlée sans m'impliquer dans les détails. Je ne compte pas dessus, bien sûr je délègue des responsabilités. Donc je délègue des personnes pour s'occuper du TikTok et du LinkedIn et tous les autres aspects de nos entreprises. Je ne suis pas du tout un expert des médias sociaux. Donc si vous commencez à me poser une question, comme vous savez, j'étais nerveux là pendant 1 seconde. Non, je ne vais pas demander une question sur TikTok. Non, je ne vais pas te poser une question sur TikTok. Comment fais-tu un TikTok? Peu importe. Et je suis genre, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que mon équipe fait du bon travail. Travail, je peux vous le dire. Eh bien, embaucher les bonnes personnes, c'est la moitié de la bataille. Non, mon point de vue est que pourquoi je vous aime et respecte tant en tant qu'entrepreneur, c'est parce que vous avez traversé, encore une fois, j'y ai fait allusion auparavant, mais vous avez traversé tant de versions de l'entrepreneuriat que je ne pense pas que beaucoup de gens, même ceux qui ont un succès massif, c'est un peu comme s'ils restaient dans la même version de l'entrepreneuriat. Ils ont tenté une chose à plusieurs reprises avant de finalement connaître un grand succès. Mais je ne connais pas beaucoup de gens qui ont encore traversé des événements de sortie pour vous, savez, comme un acheteur stratégique,
a également introduit en bourse avec beaucoup de succès échoué au degré que vous avez également échoué comme il y a tellement de versions différentes que vous avez vécues. C'est pourquoi je pense que l'information est précieuse parce que je pense que l'information, vous pouvez la trouver sur YouTube. Mais à moins qu'une personne ne l'ait vécue, cela ne signifie rien, c'est mon avis du moins. Mais je suis d'accord et il y a 50 autres histoires dans le livre aussi qui ont vraiment bien résonné avec nous. Et l'équipe et nous les avons mis aussi, donc nous avons traversé beaucoup de choses. N'avons-nous pas touché quelque chose que vous vouliez aborder? Je pense que nous avons couvert beaucoup de choses. D'accord, la dernière question qui me fait rire. Dernière question, si vous pouviez revenir en arrière et dire une chose à votre moi de 20 ans, ce serait quoi? Crois en toi. Tu sais, je manquais de confiance en moi. Quand j'étais dans la vingtaine, j'avais des partenaires commerciaux et je comptais sur ces partenaires commerciaux. Et l'un d'eux s'est avéré être un désastre massif et a provoqué une grande dispute. Et j'ai reconnu que mon instinct était juste à l'époque, mais j'étais si jeune et je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais mon instinct était juste. Je devrais juste me fier plus à mon instinct. Et il m'a fallu jusqu'à la trentaine pour vraiment me détacher des gens autour de moi qui ne m'aidaient pas, mais qui me tiraient vers le bas. C'est ça. Donc, vous savez, virez rapidement ces personnes de votre vie. Vous savez, embauchez-vous, croyez en vous-même. En tant qu'entrepreneur, vous avez le bon instinct. Deuxièmement, vous avez le bon instinct, mais vous ne savez pas comment l'appliquer. C'est donc à ce moment que vous faites appel à un coach. Et quand j'ai fait appel à un coach, Patrick Tian de Rhythm Systems, cela a changé ma vie. Il est mon coach maintenant depuis presque 15 ans et pour toutes mes entreprises. Alors, il est incroyable. Je vous attends. Je vous attends.